à tous et merci d'être là avec nous donc, à ce webinaire Le futur des actifs numériques sur le Zoom de Blockchain HEC. Je suis donc David Servet, président et fondateur de Blockchain HEC qui a été créé en 2017 pour partager les connaissances sur l'économie Web3 et la blockchain et pour connecter les écosystèmes. Donc, je vais animer cette table ronde avec Nicolas Decouter et Maxime Amonic qui sont deux membres de la core team Blockchain HEC. Et au nom de notre groupement professionnel Blockchain HEC, je tiens à remercier tout particulièrement nos prime sponsors, donc PwC et Stake Capital Group, ainsi que les partenaires HEC Alumni, HEC Paris et la centaine de speakers qui sont venus apporter leur éclairage sur le Web3 ces dernières années. Donc, pour rappel, Blockchain HEC est représenté sur 4 hubs, donc Paris, Londres, Dubaï et Hong Kong. Et nous organisons régulièrement des events en physique, mais aussi en webinar sur des thématiques récurrentes. Donc, les jobs dans le Web3, notamment le 27 octobre. Le métaverse et le digital le 25 octobre, par exemple, aussi. Et le 20 octobre, donc jeudi, sur un fonds d'investissement spécialisé, notamment qui vient d'être créé sur les NFT et le gaming, créé notamment par Stake Capital Group. Donc, je suis très heureux d'accueillir ce soir 6 panélistes de grande renommée, à la fois de la finance traditionnelle et de la fintech, la Bourse du Luxembourg, Coinhouse, Taurus SA, DFNS, Tokeny et GIDE. Et nous allons aborder la thématique du futur des actifs numériques. Donc, en termes de timing, nous vous proposons de passer 40 minutes à chacun pour présenter vos perspectives. Cela fait à peu près 7 minutes par personne, puis nous enchaînerons sur 20 minutes d'échange avec la communauté. Donc, on vous invite bien sûr à poser toutes vos questions dans le chat. Mais pour commencer, je vous propose d'un tour de table classique et rapide de 2 minutes par personne pour vous présenter parcours et entreprise, si possible, et condensé, bien sûr. Mais voilà, donc Clarisse, à toi l'honneur, si tu veux ouvrir le bal. Merci beaucoup, David. Bonjour à tous. Je m'appelle Clarisse Agel, je suis fondatrice et CEO de Defense. Alors, c'est écrit DFNS, mais en fait, on a encrypté le mot Defense, donc ça se prononce Defense. Chez Defense, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une developer tool. On est vraiment un acteur de l'infrastructure de la sécurisation des actifs digitaux. Avant de tomber dans la blockchain, moi, j'ai passé 10 ans en banque d'investissement sur des sujets complètement variés, en coverage, chef de cab, structuration de produits. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et donc, voilà, donc un background surtout financier avant de lancer Defense. Merci beaucoup. Merci, Clarisse. Je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horloge. Nicolas, si tu veux. Bonjour à tous, donc Nicolas Loué, moi je suis le PDG et cofondateur de Coinhouse. Parcours professionnel scientifique, ingénieur, avec des formations ensuite en finance. Et j'ai commencé ma carrière qui m'a occupé pendant 16 ans dans le capital risque. Donc beaucoup d'activités autour du financement de start-up en France, en Europe. Et aussi à titre personnel, je suis investisseur dans pas mal de boîtes et notamment j'avais mis de l'argent dans Ledger bien avant que ça devienne Ledger. Et du coup, en 2017, j'ai rejoint l'aventure Ledger. Je me suis occupé de la spin-off d'une société qui s'appelait La Maison du Bitcoin et qui aujourd'hui est Coinhouse et indépendante donc de l'aventure Ledger depuis 5 ans, puisque c'était en novembre 2017 qu'on a pris notre envol. On a levé depuis un peu pas loin de 50 millions d'euros. On est passé de 4-5 salariés à on est pas loin de 120 aujourd'hui, et on se développe en France et en Europe sur tout un tas de services destinés d'abord à des particuliers et à des entreprises pour qu'ils puissent investir dans la crypto, et aussi maintenant à des entreprises pour qu'elles puissent également, elles, développer des services cette fois dans le monde du Web3, et c'est un axe de développement dont on pourra parler. Ok, le temps que je débloque, Victor, ton micro, je te propose, John, de continuer. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup à Blockchain HEC pour cette invitation. Moi, j'ai rejoint le cabinet d'avocats Gilles Lorette-Noël il y a 4 ans maintenant, après une ancienne vie de régulateur au sein de la direction des affaires juridiques de l'AMF. À l'époque, le régulateur se posait déjà ces questions de réglementation des cryptoactifs, notamment avec l'ancienne vague des ICO qui s'est depuis beaucoup calmée. Et aujourd'hui, donc chez GIDE, on a la chance d'être acteur aussi de ce nouveau marché en développement,
on accompagne des acteurs aussi bien des fintechs qui viennent de se lancer avec des nouveaux projets que des acteurs plus établis qui souhaitent se positionner sur le marché des cryptoactifs, souhaitent utiliser la technologie blockchain dans les infrastructures de marché classiques. Donc voilà, on les conseille sur des problématiques en lien avec le développement de cette classe d'actifs, en lien avec la fourniture de services, en lien avec cette nouvelle classe d'actifs. Merci John. Philippe, pour terminer, on terminera avec Victor et Luc, bien sûr. Je t'en prie, Philippe. Alors, merci pour l'invitation, effectivement. Donc, moi, je suis Philippe Vanek, je suis basé au Luxembourg, je suis Head of Product Management à la Bourse de Luxembourg, donc une entité assez traditionnelle comparée à la plupart d'entre vous. Mon parcours personnel, c'est plutôt aussi finance traditionnelle, puisque j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, 16 ans chez Clearstream Banking à Luxembourg, donc qui fait partie du groupe Deutsche Börse. J'ai ensuite travaillé à la Banque centrale du Luxembourg sur un système particulièrement pan-européen de settlement de titres, puis pour une filiale de la Bourse de Londres. Et puis, comme dirait Clarisse, je suis tombé dans la blockchain en tombant chez Tokeny Solutions, donc avec Luc à l'époque, où j'ai passé 3 années et demie extrêmement intéressantes avant de revenir vers quelque chose de nouveau, d'un petit peu plus institutionnel à la Bourse de Luxembourg, mais avec évidemment l'intention de pouvoir la contaminer avec la blockchain, sachant qu'elle avait déjà mis en fait trempé les doigts de pied dedans, puisqu'elle avait déjà dès 2017 un projet de plateforme de settlement et de routage d'ordre sur la blockchain lié à des fonds d'investissement. C'est un projet qui s'appelait Funds DLT à l'époque, qui est devenu une spin-off de la bourse et qui maintenant est une société dont on est toujours le premier actionnaire, mais qui vole de ses propres ailes et qui a comme autre actionnaire que la bourse Clearstream Banking, Natixis et Crédit Suisse. Donc, toute traditionnelle que la Bourse de Luxembourg puisse être, elle s'est intéressée à la blockchain déjà depuis un certain nombre d'années. Voilà. Merci Philippe. Victor, tu veux essayer? Est-ce que ça marche? Ah, parfait. Nickel. Nickel, bon, c'est mon téléphone qui marche. Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation. De mon côté, donc, je suis Chief Marketing Officer chez Taurus. Donc, je m'occupe de tout ce qui est marketing et partenariat. Ça va être un peu mon chapeau officiel. Taurus, qu'est-ce que c'est? Ça va être finalement, on va offrir un technology provider qui va aider les banques à rentrer dans l'espace avec une plateforme qui va couvrir la tokenisation, la custody et même le trading. Niveau bancaire, on travaille avec des banques systémiques type Crédit Suisse, CACEIS, Crédit Agricole, la plus grosse banque d'Allemagne, la plus grosse banque d'Espagne. Les 2 crypto-banques, Seba, Signum, vont utiliser notre tech. Et ensuite, un peu niveau perso, pour faire rapide. Background marketing, j'ai fait 9 ans chez Procter & Gamble. Et je suis tombé un peu dans la blockchain, on va dire. J'ai acheté le top de la bulle de 2017, donc fin décembre. Et depuis, voilà, je me suis accroché et je fais ça un petit peu H24 depuis 4-5 ans. Super, merci Victor. Et Luc, à toi l'honneur. Bonsoir à tous. Désolé déjà pour le background noise, comme on dit, mais je suis resté un petit peu bloqué dans les transports parisiens aujourd'hui. Je fais quand même de mon mieux. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais avoir l'occasion de parler de Tokeny un petit peu après. Mon background pro, c'est l'entrepreneuriat depuis une petite dizaine d'années. D'abord dans le e-commerce. On a construit une grosse plateforme transactionnelle. On transformait des sites en marketplace, en sites multivendeurs. Et puis, j'ai récupéré cette expertise après avoir vendu cette société en 2017 pour m'attaquer au marché financier avec la blockchain et avec Tokeny, en cofondant Tokeny avec Daniel Coher. Et donc, depuis 5 ans, on essaye d'aider les institutions financières à accéder à la blockchain. J'expliquerai ça un petit peu plus en détail après. Et je suis dans la crypto personnellement depuis fin 2012. Donc, j'étais déjà tombé dedans en étant petit. Excellent, merci à tous. Merci beaucoup pour le petit tour de table. J'en profite pour donner la parole à Maxime qui va introduire la première question.
Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je n'avais pas encore testé, c'est bon. D'accord, super. Alors, on parle souvent d'actifs numériques, de crypto-monnaies, de cryptocurrency token, de stablecoin, de utility token, mais encore de security token. Et certains ont des valeurs intrinsèques, d'autres non. Donc, John, peux-tu nous en dire un peu plus, débroussailler tout ça, voilà, sur cette typologie d'actifs numériques et peut-être les aborder un peu légalement, d'un point de vue pratico-pratique. Merci. Merci beaucoup, Maxime. C'est vrai qu'il y a beaucoup de termes pour aborder, pour appréhender cette grande diversité aujourd'hui de cryptoactifs. C'est un terme que personnellement j'aime bien utiliser pour un peu tout englober tous ces actifs qui ont pour finalement dénominateur commun d'avoir ce sous-jacent technologique blockchain. Finalement, les différentes typologies de cryptoactifs qu'on peut voir, c'est vrai qu'elles se sont un peu développées par phase. On a eu au départ le Bitcoin dans une première phase, Bitcoin et Altcoin qui étaient plus utilisés à des fins de moyens de paiement au départ, mais aussi évidemment de valeur d'investissement, de recherche de valorisation. On a eu une deuxième phase avec le développement en effet des utility tokens, ces jetons qui confèrent à leurs porteurs des droits spécifiques dans un projet et qui avaient été émis par ces porteurs de projets, qui sont encore émis, mais certes à une vitesse et à un volume un peu moindre qu'à l'époque de 2017, qui étaient émis à des moyens de financement pour ces porteurs de projets et qui avaient posé tout un tas de problématiques en termes de qualification juridique. Ces qualifications juridiques-là ont amené finalement aussi une troisième phase de développement avec des jetons plus financiers purs, volontairement parce que des acteurs avaient envisagé, par exemple, de tokeniser des titres financiers, ou alors involontairement parce qu'ils subissaient finalement les problématiques juridiques de l'émission de leur jetons utilitaires ICO, donc subissaient finalement les qualifications juridiques. Puis, plus récemment, des nouvelles typologies, les stablecoins, pour justement un peu essayer de pallier cette volatilité des marchés sur les premières classes d'actifs. Des NFT aussi, on en avait un petit peu déjà en 2017-2018, mais on a vraiment eu ce développement fin des années 2020-2021. On peut aussi parler de monnaie digitale de banque centrale, on en parle de plus en plus, à des fins de souveraineté pour les banques centrales, mais aussi à des fins potentiellement de bancarisation. Il peut y avoir différents usages à l'utilisation de ces monnaies digitales de banque centrale, aussi pour les transactions de titres financiers inscrits en blockchain. Donc, finalement, voilà, tout un tas de catégories de cryptoactifs qui posent de réelles difficultés d'un point de vue régulateur, d'un point de vue gouvernement, mais aussi d'un point de vue conseil. Quand on souhaite apporter des réponses aux acteurs, on voit qu'on a vraiment une diversité de problématiques, de qualifications qui peuvent se poser. Ce n'est pas toujours évident d'identifier les cadres réglementaires qui peuvent s'appliquer à un porteur de projet, que ce soit dans le cadre de l'émission de ces cryptoactifs, que ce soit dans la prestation de services sur ces cryptoactifs. Et donc, on a vu les régulateurs très tôt s'interroger sur le sujet, très tôt proposer aussi des modèles de régulation assez différents face à ces nouveaux risques issus de ces nouveaux modèles d'affaires et ces nouvelles typologies de cryptoactifs. Des modèles de régulation qui sont… il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'au départ, c'était parfois une interdiction. Certains États continuent d'interdire aujourd'hui les cryptoactifs comme la Chine. On a eu des modèles plus… On disait que ces cryptoactifs, finalement, ce n'est rien de plus que des titres financiers, et donc on captait tout finalement dans la réglementation existante. Ça a été des approches qui ont notamment été développées beaucoup en Allemagne. Des positions de régulateurs, notamment aux États-Unis aussi, avaient cette fâcheuse tendance de vouloir tout requalifier, notamment avec la SEC. D'autres modèles de régulation plus adaptés peut-être à cet écosystème et à cette nouvelle réalité de marché, avec des modèles de ce qu'on appelle de sandbox, de bac à sable réglementaire, où finalement, pour pouvoir traiter ces nouveaux risques et pour laisser aussi le marché pouvoir s'exprimer et se développer sans mettre trop de freins, et aussi se hisser en tant que juridiction vraiment attractive pour ces acteurs, et bien, voilà, des modèles d'exemption temporaire, conditionnés parfois, sans réglementation en dur, sans interdiction, sans application de la réglementation existante, donc des modèles un petit peu hybrides, comme on a eu un petit peu notamment en Angleterre, qu'on a eu dans d'autres juridictions en Asie, comme à Singapour.
Et on voit finalement, après, il y a aussi d'autres modèles qui ont des interdictions ou alors des modèles où des juridictions ont simplement laissé faire le marché sans se prononcer. Mais bon, aujourd'hui, en termes pour vraiment parler du sujet du futur des actifs numériques, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme tendance de fond sur cette régulation des cryptoactifs? C'est des nouvelles réglementations adaptées, dédiées à certaines catégories de cryptoactifs. On n'a pas encore malheureusement de baguette magique pour, avec une seule réglementation, traiter tous les cas d'usage des cryptoactifs et de pouvoir encapsuler quand c'est nécessaire et quand il y a des risques en face à réels. Pas forcément toujours de réglementation à mettre en face. Donc voilà, tendance de fond avec différents modèles de régulation, une tendance à l'émergence à différents échelons régionaux dans le monde de réglementation dédiée. L'exemple le plus frappant, ça va être l'Union européenne dans quelques années, avec l'entrée en vigueur prochaine de MiCA, l'entrée en application qui sera plus tard vers 2024, avec un cadre européen harmonisé, non pas pour l'ensemble des cryptoactifs, mais bien pour une classe spécifique qui sont les actifs numériques, c'est-à-dire les bitcoins, les altcoins, les jetons utilitaires aussi, mis dans le cas d'ICO. Ces classes d'actifs, ces cryptoactifs-là sont identifiés comme pouvant rentrer dans cette nouvelle réglementation européenne qui va bientôt arriver, qui aura aussi un avantage dans l'Union européenne, c'est d'harmoniser les pratiques, de gommer les disparités et les forums shopping qu'il pourrait y avoir entre différents États. Et cette réglementation-là concerne finalement que les cryptoactifs moyens de paiement, Bitcoin, Ether, altcoin ou jetons ICO. On voit que ça apporte des risques spécifiques, mais ça ne règle pas tout. Et c'est pour ça que la Commission européenne, au-delà de traiter cette typologie de cryptoactifs-là, s'est aussi interrogée à d'autres typologies de cryptoactifs comme les titres financiers inscrits en blockchain, comme les security tokens. Et là aussi, avec un projet de réglementation qui a été voté, qui va permettre aux titres financiers inscrits en blockchain d'avoir une reconnaissance juridique, d'avoir aussi la possibilité de se développer dans des infrastructures de marché, potentiellement avec des exemptions pour pouvoir un jour peut-être opérer une bascule des infrastructures de marché avec un sous-jacent technologique blockchain pour réduire peut-être les coûts, peut-être aussi pour automatiser certaines fonctions, notamment en matière de reporting ou d'opérations sur titre. Mais ça, j'imagine qu'en tout cas, ces sujets-là seront peut-être plus traités par les experts, notamment Bourse de Luxembourg avec Philippe. Merci beaucoup. Donc, on comprend que la valeur de l'actif dépend vraiment de la valeur intrinsèque du sous-jacent et on va en savoir plus du coup. Tout de suite, je passe la parole à Nicolas. Merci John. Donc, dans ce cadre juridique et réglementaire que tu as introduit, je pense que la transition en effet est toute naturelle pour aborder ce que fait la Bourse de Luxembourg. Donc, je vais donner la parole à Philippe. Donc, pourrais-tu nous présenter brièvement la Bourse de Luxembourg, mais aussi expliquer comment elle entend se positionner face à la disruption amenée par la blockchain et aborder les différentes initiatives actifs numériques qui seraient déjà soit menées ou en gestation à la Bourse de Luxembourg. Oui, tout à fait, merci. Donc effectivement, je pense que c'est important d'abord de positionner un petit peu la Bourse de Luxembourg et son activité. Donc, nous, on n'est pas une start-up, hein, on existe depuis 1928. On est donc beaucoup plus une bourse traditionnelle, avec quand même quelques spécificités par rapport aux grands acteurs boursiers qu'on peut voir en Europe. En ce sens qu'on est évidemment hautement régulé, hein, sous MiFID en particulier. On est spécialisé dans tout ce qui est titres de dette, également fonds d'investissement et produits structurés, mais très très peu d'equity. Et on est essentiellement une bourse de listing plutôt qu'une bourse de trading. On a une activité de trading évidemment, mais qui est relativement limitée par rapport à cette activité de listing. Alors, il y a eu quelques milestones importants dans la vie de la bourse. C'est sur la bourse qu'on a listé le premier Eurobond en 1963.
C'est aussi sur la bourse de Luxembourg qu'on a listé le premier Climate Awareness Bond émis par la Banque européenne d'investissement en 2007 et le premier Green Bond. Et tout ça pour dire qu'il y a quelques années, donc on a deux marchés, je vais y revenir, réglementés, mais il y a quelques années, on a aussi créé le Green Exchange, donc qui est plus un display de titres qui sont admis sur nos marchés, mais qui satisfont un certain nombre de critères green ou sustainable de façon générale. Il y a aussi des social bonds, ce genre de choses. Alors, on est, pour tout ce qui est dette internationale, on est en fait les leaders dans le marché en termes de nombre de titres qui sont listés, avec une part de près de 30%. Les deuxièmes étant la Bourse de Londres avec un peu moins de 10%. On a des émetteurs du monde entier. La part du lion, c'est au Luxembourg. Pardon, c'est en Europe. Mais on a également une part de marché assez importante en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, et une petite activité avec certains pays africains. On est aussi une bourse assez privilégiée en termes de places de listing pour les sovereigns et les supranationaux, donc des entités comme EFS, comme EIB, comme la World Bank et ainsi de suite, listent systématiquement leurs titres de dette chez nous. Alors, on opère deux marchés. Un marché qui est le marché traditionnel qui existe depuis la création de la bourse, qui sous MiFID est un marché réglementé, et puis un MTF qui est le premier MTF européen en termes de nombre de titres, qui est l'Euro MTF. Excusez-moi, je vais sans doute tousser encore un petit peu parce que je ressors d'un Covid assez agressif et c'est ce qui me reste en fait pour le moment. Donc désolé si je vous explose les oreilles. Et puis alors, il y a une particularité à la Bourse de Luxembourg qui est qu'on a aussi une Securities Official List, donc une cote officielle, qui permet de reprendre des titres qui ne sont pas admis au trading sur nos marchés. Et donc, la première initiative qu'on a pris de ce point de vue-là, sachant que, comme l'expliquait John, en fait, le cadre réglementaire est en train de se mettre en place, mais sachant qu'au jour d'aujourd'hui, il est assez difficile, en fait, d'admettre un security token sur un marché, que ce soit un MTF ou que ce soit un marché réglementé, de par des contraintes qui émanent de la réglementation, typiquement la réglementation qui gère les Central Securities Depository et MiFID. Et donc, le premier step qu'on a pris, qui peut paraître un step timide, mais on a quand même été les premiers en Europe à le faire, c'est au début de cette année-ci de modifier le règlement de la Securities Official List pour permettre l'admission à cette Securities Official List sans admission au trading de security token. Donc, ça a commencé… alors, il faut savoir que cette Securities Official List, elle est en fait régulée par une directive européenne et par un règlement grand-ducal au Grand-Duché de Luxembourg. Donc, ce n'est pas juste une liste publiée sur notre site web comme ça. On a un rulebook auquel les émetteurs doivent souscrire et leur documentation dans laquelle leur documentation doit s'inscrire. Et donc, l'idée en leur donnant accès à cette Securities Official List, c'était en fait d'avoir un point central où des security tokens pourraient être montrés, leur documentation légale accessible, revue par une entité qui a un track record dans le domaine et qui apporte, j'espère, un gage de qualité, et donc leur donner une certaine visibilité. Les premiers titres qu'on a admis à la Securities Official List, ce sont des titres qui étaient émis par Société Générale Forge. Donc, il y avait un produit structuré de bonds, ou le contraire, je ne me souviens jamais exactement. Et on en a quelques-uns. Alors, c'est un schéma qui a dû se répandre un peu dans le marché, mais on en a quelques-uns qui devraient arriver quelques autres qui devraient arriver dans les semaines à venir. Alors, la façon dont on a fait ça d'un point de vue réglementaire, c'est qu'on avait déjà un rulebook lié à la Securities Official List et on l'a complété avec des guidelines pour les émetteurs spécifiquement liés à la blockchain. Et des guidelines où on leur demandait, alors d'abord de confirmer que c'était bien un instrument financier,
Deuxièmement, ça peut paraître basique, mais ils doivent pouvoir le démontrer juridiquement. Ensuite, dans un premier temps, on a limité ça à des instruments de dette ou quasi-dette. On envisage d'élargir ça à d'autres types d'instruments, typiquement les fonds dans les mois à venir. On leur a demandé de décrire en fait la blockchain sur laquelle étaient déployés ces security tokens, ainsi que les process qui étaient on-chain et les process qui étaient off-chain. Alors, notre demande de ce point de vue-là, c'était dans le cadre de notre fonction et dans le cadre de la provision d'une certaine transparence aux investisseurs. On ne va jamais nous-mêmes poser un diagnostic en disant on n'admet pas votre titre sur la Securities Official List, votre Security Token, parce qu'il est sur Tezos, Ethereum ou telle autre blockchain et qu'on ne la trouve pas admissible. On ne va pas admettre votre Security Token parce que tel et tel process est on-chain, tel et tel process est off-chain. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'assurer que l'information soit dans la documentation légale du titre pour que l'investisseur puisse en prendre connaissance et puisse prendre une décision informée au moment où il investit. Parce que ce genre d'infrastructure n'est pas aujourd'hui aussi commun que de dire dans le monde traditionnel mon titre est en Euroclear France ou mon titre est en Clearstream Banking ou ce genre d'entité hautement régulée et largement connue. Donc ça, c'est le premier pas qu'on a fait. Les guidelines en question, si ça vous intéresse, sont disponibles sur notre site web. Et alors, comme si on regarde un petit peu les next steps, parce que, de nouveau, ce premier pas, il peut paraître timide, mais dans l'environnement réglementaire dans lequel on est, il était déjà relativement significatif. C'était aussi une façon de montrer à notre communauté et à la communauté plus institutionnelle que c'était une direction dans laquelle une entité relativement traditionnelle et très réglementée comme la Bourse de Luxembourg voulait s'inscrire, voulait aller. Maintenant, les next steps, comme le mentionnait John, on regarde de très près au DLT Pilot Regime, donc qui devrait justement lever un certain nombre des contraintes dont on parlait tout à l'heure, qui empêchent aujourd'hui d'avoir un security token facilement listé et tradé sur une bourse. Pardon. Donc, on regarde évidemment à ce qu'on va faire et comment on va se positionner sur ce régime-là. On regarde à MiCA, en particulier par rapport à tout ce qui est stablecoin et e-money sur la blockchain, parce que qui dit transaction sur titre dit aussi combinaison avec une transaction en cash. Et donc, c'est super important pour nous. Maintenant, quelques points qui, aujourd'hui, sont des points à considérer positifs ou négatifs de notre point de vue, et peut-être qu'on y reviendra par la suite, c'est que, d'une part, le framework réglementaire n'est pas encore tout à fait fixé, que le DLT Pilot Regime, comme le mentionnait John, c'est une sandbox, qui sera évalué par la communauté européenne, ou en tous les cas par l'ESMA, plutôt par le régulateur européen, au bout de 3 ans. Et au bout de 3 ans, on ne l'anticipe pas, mais ils peuvent très bien dire on jette tout à la poubelle. Ce qui veut dire que tout investissement massif dans le DLT Pilot Regime aujourd'hui est un investissement à risque. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir travailler dans cet environnement-là, et c'est un pas en avant de la part de la communauté européenne. Mais ça vient avec des risques et avec des limitations. C'est aussi assez limité par rapport aux montants émis qui peuvent être administrés par des infrastructures qui s'inscrivent dans le pilot régime. Je crois que de mémoire, c'est 6 milliards d'euros équivalents. Grosso modo, il y a des variantes suivant le type de titre, et 9 milliards si ces actifs prennent en valeur. Ce qui veut dire que par rapport au genre de titres que nous, on gère, typiquement des eurobonds, où c'est assez courant de voir des émissions de plusieurs centaines de millions, c'est très limitatif. Donc ça, c'est un point qui attire aussi notre attention, et je vais essayer de me dépêcher. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, on faisait allusion à MiCA, il y a toujours un problème par rapport au cash on-chain. Quand on fait une transaction sur titre, son pendant, c'est une transaction en cash. Et aujourd'hui, il n'y a pas en Europe de central bank money, de CBDC, mais on n'a pas vraiment non plus et ça peut être débattu, de commercial bank money on-chain qui soit réellement suffisamment robuste
est suffisamment large dans sa couverture que pour réellement pouvoir adresser les besoins des capital markets. Ça viendra sans doute petit à petit, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ait ça à disposition. Il y a un vrai problème qui est l'émergence d'une masse critique dans ces titres, parce qu'on parle des security tokens depuis 4 ans, 5 ans, on a développé des protocoles, il y a pas mal de POC et de use cases qui ont été développés, mais on ne peut pas vraiment dire aujourd'hui, je pense, et heureux d'être contredit, qui est vraiment une verticale qui est émergée et qui explose et qui bouge massivement vers la blockchain. Nous, on a eu accès à certaines études qui ont été faites par certains global custodians qui donnent des perspectives du genre 10% de la nouvelle dette émise serait tokenisée d'ici à 2030. Donc, si disruption est là, elle sera très contrôlée et très mesurée. En tous les cas, dans ce type de classe d'actifs. Et puis, il y a un vrai risque de fragmentation, c'est-à-dire quelle blockchain, privée, publique, quel protocole, sachant qu'aujourd'hui, en particulier dans les marchés de titres dont je parlais, en fait, ils sont déjà d'une certaine façon digitalisés. Alors, la blockchain pourrait apporter un certain nombre de gains, de bénéfices de ce point de vue-là en termes de transparence, en termes d'immédiateté d'exécution des transactions, et il y a plein d'autres avantages potentiels. Mais aujourd'hui, on a des Central Securities Depositories, on a des stock exchanges, la plupart des choses dans les marchés publics se font de façon électronique. Et donc, il faut réellement que ça émerge de façon massive à un moment donné et qu'il y ait une critical mass qui se bâtisse pour pouvoir voir vraiment une transition du marché. Et de ce point de vue-là, le risque de fragmentation est important parce qu'on ne veut pas recréer des silos qui ne communiqueraient pas entre eux, et avec la banque machin qui émet ses titres sur tel silo, et la banque truc sur un autre, et puis au bout de 5 ans, on se dit, tiens, comment est-ce qu'on va les faire communiquer si un client veut faire bouger sa position de l'un à l'autre? Et c'est ce qu'on a vécu dans les marchés traditionnels aussi. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un vrai problème d'harmonisation aussi. Voilà, j'ai été trop long, je m'en excuse. J'espère que ça aura été intéressant. En effet, ta perspective c'est très intéressante et couvre bien au-delà de la simple question que j'ai posée. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est en effet aussi timide qu'elles soient, ces initiatives sont de la part de la Bourse du Luxembourg sont très importantes pour montrer en effet la tendance vers la communauté des institutionnels. Donc, merci encore pour partager ton expérience, Philippe. Passons à toi, Victor. Donc, comme tu l'avais dit, Taurus est un des leaders de fournisseurs européens d'infrastructures d'actifs numériques, avec de nombreuses applications auprès de banques bien établies. Donc, votre plateforme aide à gérer tout type d'actifs numériques en passant par les crypto-monnaies, actifs tokenisés et monnaies numériques. Donc, une question pour toi, Victor. Quels sont finalement pour Taurus les futurs enjeux très importants et comment vous voyez le futur des actifs numériques, tout simplement? Claire, merci. Je vais essayer de faire pas trop long parce que essayer de faire un peu plus court. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais je vous mets à l'aise. Mais alors, comment on voit les choses? Donc, en général, on va vraiment partir des 3 piliers. Ça va rejoindre la définition un peu de John, comme il expliquait le différent framework qu'on va avoir. Il y a les cryptos. Donc, crypto-monnaies, en général, le use case classique, c'est la conservation de Bitcoin, Ethereum et la gestion des clés privées. Ça va être des utility tokens ou même NFT, souvent. Là-dessus, notre vue un peu sur le marché, c'est qu'il y a eu un gros cycle 2010-2020 avec les crypto-monnaies, beaucoup de boom and burst. Ça va sans doute continuer. On a vu différentes choses se produire alors on a commencé avec le mining, après il y a eu le staking, on a eu un peu la DeFi, et là il y a un peu plus technique avec de optimisation la MEV, donc miner extractable value. Donc il y a quand même une évolution, mais néanmoins, voilà, disons que plus ça va aller, plus les cas, plus voilà, le côté spéculatif va rester prédominant à mon avis encore sur le côté crypto pour les prochaines années. Mais premier cycle, c'était vraiment cette vague crypto. Deuxième pilier, et ce qu'on voit un peu plus comme le second cycle, en tout cas chez Taurus, c'est vraiment donc tout ce qui est actifs tokenisés, à savoir la numérisation des actifs privés.
Et là-dessus, on est convaincu et on le voit déjà même, que ça va être la prochaine vague qui va guider en tout cas cette croissance. Donc, quand je parle de numérisation des marchés privés, ça va être equity, dette, immobilier, produits structurés. Finalement, voilà, Luc va sans doute en reparler juste après moi. Et la façon dont on va voir les choses, c'est on est en train de construire là où les cryptos sont boom and burst. Les actifs tokenisés vont un peu plus avoir une croissance organique. Donc, on est davantage en train de construire la base de la parabole, en quelque sorte. Et le catalyste, en fait, et on est bien placé pour le voir, comme on est basé en Suisse aujourd'hui, ça va être deux catalystes. Le premier, c'est le cadre légal. Donc, on parlait un peu du DLT, Pilot Sandbox. Donc, en Suisse, en février 2021, il y a eu la DLT Law, donc Distributed Ledger Technology Law, qui va reconnaître, alors je parle un peu en franglais, hein, les Ledger-Based Securities, donc des tokens qui sont sur la blockchain comme un registre finalement légal. La MiCA va sans doute suivre, mais c'est vraiment un peu l'équivalent du DLT Pilot Regime, sauf que ce n'est pas un pilote, c'est vraiment dans la loi, et c'est le cas. Donc là-dessus, finalement, c'est un bon catalyste, finalement, et on va voir pas mal de use cases qui vont se débloquer par ça, hein, comme il y a des PME qui vont tokeniser leurs actions, on va faire un peu des mini places de marché au sein des PME, faciliter finalement l'implémentation de plans de participation. Et même faire du trading entre les employés, des shares de l'entreprise. Donc, il y a plein de choses qu'on va pouvoir voir et qui peuvent être mises en place. Et ça va être vraiment l'instantanéité finalement des transferts d'actions sur la blockchain. Et un token est vraiment égal à une action. Le token n'est même pas une représentation de l'action. C'est à partir du moment où l'individu va être KYC, donc identifié, vérifié, il bénéficie des mêmes droits économiques et sociaux liés à l'action en elle-même, liés au titre elle-même. Le deuxième catalyste pour l'accélération des marchés privés, ça va être tout ce qui est standardisation. Donc, il y avait une question sur le chat, hein, je pense de Frédéric, sur la standardisation des smart contracts. Donc, en Suisse, en fait, il y a la CMTA, donc Capital Market Technology Association, qui est une association pluridisciplinaire où il va y avoir des cabinets d'avocats type GID, donc Lenz et Staline en Suisse, des auditeurs, je sais pas, PricewaterhouseCoopers, des banques, je sais pas, UBS, Swissquote, et des tech providers dont Taurus. Donc, en fait, ce groupe-là, on va aider à définir les standards blockchain de demain. Donc, il y a eu finalement, en 2018-2017, les Digital Asset Custody Standards. Là, plus récemment, c'était il y a 1 an, 12 mois, il y a eu la dernière version un petit peu du CMTAT, donc finalement qui est le smart contract officiel un petit peu pour tokeniser les actions d'une entreprise suisse. Il va y avoir la même chose pour la dette, on va le publier d'ici quelques mois. Donc, il y a tous ces catalystes et finalement, quand on voit la chose, c'est vraiment cette vague de numérisation de ces actifs. Et enfin, le troisième pilier, donc crypto, actifs tokenisés, et le troisième pilier qui va être les monnaies numériques. Donc, on a un peu parlé, hein, plus payment token. Là, ça va être stablecoin, CBDC, donc Central Bank Digital Currencies, donc digital euro, digital franc suisse. L'idée, c'est que ce soit vraiment des stablecoins régulés parce que finalement, en Europe, on n'a pas d'équivalent de l'USDC pour faire un peu des delivery versus settlement un peu instantané. Donc, dans la logique, finalement, on reste encore souvent fiat to crypto, par exemple pour l'échange de titres, où finalement on va avoir un titre tokenisé qui va être converti contre du cash et pas encore contre un stablecoin. Le seul catalyse qui manque, c'est vraiment cette émission par une banque centrale d'un stablecoin régulé. Et ensuite, donc ça va être un peu vu sur le marché. Et dernière chose, et après je finis là-dessus, la façon dont on va voir les choses, c'est la magie est débloquée quand on finalement connecte toutes les briques de la chaîne de valeur. Donc, il y a la tokenisation, la custody, il y a le trading. Donc, on va avoir un produit qui va être vraiment modulaire et intégré. Et par exemple, quand on tokenise, et John en parlait également auparavant, c'est tout ce c'est bien tokenisé, mais il y a aussi la gestion des opérations sur titre, augmentation de capital, paiement de dividendes. Donc, nous, on va être capable même d'appeler les fonctions du smart contract, mint, burn, forcer un transfert, freezer les transactions, mais même d'implémenter des règles de gouvernance et des approval workflows sur ces fonctions-là. On n'a pas envie que n'importe qui puisse créer et minter de nouveaux tokens. Donc ça, vraiment, on va être déjà live. Et le deuxième aspect qui est important, ça va être finalement de tokeniser, c'est bien, mais c'est encore mieux si on peut échanger le titre, à savoir l'acheter et le vendre.
qui est tokenisé. Et là, finalement, c'est vraiment de débloquer cette liquidité. Et Taurus va opérer un ETF, donc un système organisé de négoce. Donc, on est régulé par la FINMA. Taurus est une maison de titres. Et donc, cela, c'est ce qui va permettre finalement de finalement, numériser un titre, 2, faire la custody du titre, et 3, de le trader un petit peu en direct. Ce qui est finalement la magie, c'est vraiment quand on connecte les dots. Bon, je parle en franglais, désolé. Et puis après, je peux peut-être dire un dernier mot rapidement donc, j'ai pas mal parlé des institutions financières. Je pourrais parler un petit peu plus de Web3, NFT. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu les institutions financières rentrer et désormais, on voit même les grands groupes rentrer dans l'espace, même des grandes marques de luxe, des grandes marques, grandes consos, pour la gestion des NFT. Finalement, que ce soit un titre ou un NFT, la différence, ça va être un smart contract qui va être différent, mais la logique est la même. Donc c'est hyper excitant. Il y a plein de prospects de croissance. Et comme j'ai dit, hein, vous l'avez compris, on voit vraiment cette numérisation des actifs. Voilà, il y a la crypto, la custody des cryptos, et Clarisse va en parler juste après moi. Mais voilà, ça va aller au-delà avec ces actifs tokenisés. Voilà. Merci beaucoup, Victor. On va passer la parole tout de suite à Nicolas. Donc, pour résumer, donc CoinHouse a commencé comme dépositaire donc de crypto-monnaies pour des particuliers, puis les entreprises, a fait du conseil, pareil, particulier pour les entreprises et en gestion de patrimoine, et puis a obtenu des agréments et des licences auprès de l'AMF ou de la CFSSF. Donc, Nicolas, quelle est maintenant la vision de CoinHouse sur le futur des actifs numériques? Je pense que la transition avec ce que disait Victor est intéressante parce que on a fait un focus jusqu'à présent sur un élément essentiel qui est l'appropriation en fait des technologies par blockchain, par le monde de la finance traditionnelle qui voit énormément d'intérêt, énormément d'innovation. Et vous en avez parlé, que ce soit John en introduction, Philippe, Victor. On le voit bien, il y a une vraie tendance autour de cela. Ça va prendre un certain temps, mais les usages autour du financement, d'un accès différent à l'épargne, de la programmation des dividendes et de façon générale de la tokenisation en fait, des produits financiers divers, avec des sous-jacents très, très différents, c'est une vraie tendance. Donc, on la constate également. Chez nous, on va plutôt l'exprimer sous forme de gestion d'actifs en disant, bah, tiens, pour des particuliers ou pour des entreprises, en dehors de tout le travail de structuration, de création des infrastructures qui ont été évoquées, que ce soit pour du règlement de livraison, de la custody, de l'émission et de la gestion en fait et du clearing de ces différents titres. On a un besoin de distribution. Ça peut être pour des particuliers, ça peut être pour des entreprises, d'accès à des produits différents. Et là, il faut toujours un contact avec le client final. C'est là où nous, on va intervenir. Donc, on pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. On a déjà démarré, nous, avec des choses qui sont concrètes, parce que sans attendre le DLT pilote régime ou même une arrivée beaucoup plus massive de l'argent institutionnel dans le monde de la crypto. Aujourd'hui, le secteur de la DeFi fonctionne. Il y a tout un financement qui existe autour de différentes plateformes dans lesquelles vous pouvez emprunter des jetons, prêter également les vôtres et obtenir du coup des rendements. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, ça permet aujourd'hui, vous pouvez placer de l'argent auprès d'un partenaire qui n'est pas une banque, avec un niveau de risque qui est différent, mais des rendements qui sont complètement différents des rendements traditionnels du monde de la finance. Par exemple, nous, on a lancé des livrets crypto flexibles qui permettent en fait à tout client de CoinHouse de pouvoir, s'il possède des USDT ou s'il n'en possède pas, il peut en acheter, de pouvoir les placer avec un rendement à 5,5%, avec un paiement des intérêts journaliers. Il n'y a pas de limite dans les montants. Vous pouvez investir de 1 USDT à whatever et c'est complètement flexible. Vous pouvez sortir à tout moment.
Et ça, c'est des choses assez intéressantes pour des particuliers, pouvoir s'exposer à un stablecoin qui va être corrélé au dollar. Et donc offrir un rendement sur une valeur dollar, c'est quelque chose de pas si évident que ça dans nos sociétés et auprès de vos intermédiaires financiers traditionnels. Et c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. En passant par d'autres types de protocoles, vous avez des rendements intéressants aussi, que ce soit dans le monde de la DeFi ou de la CeFi. DeFi étant la finance décentralisée, CeFi étant des plateformes centralisées comme la nôtre. Donc, il y a déjà des choses qui sont intéressantes. Donc, l'asset management va prendre son essor. Il y a déjà de la matière, comme je le disais, en profitant en fait des besoins de liquidité et des besoins d'emprunter, de prêter des fonds auprès d'un certain nombre d'intermédiaires, centralisés ou décentralisés. Et puis, il y a aussi la capacité de faire de l'asset management. Aujourd'hui, sur toutes les cryptos telles qu'on les connaît, au-delà de leur volatilité, il y a des tokens qui représentent un réel intérêt, dans lequel il y a des stratégies d'investissement qui sont possibles. Et moi, je vois bien des choses qui vont faire évoluer notamment les gestionnaires d'assurance vie en se disant c'est peut-être pas une si mauvaise idée d'avoir un petit pourcentage de l'allocation qui est mis dans certains tokens qui représentent une croissance, une valorisation potentiellement intéressante pour aller booster la performance d'une assurance vie. Donc moi, je pense que ces choses-là vont vraiment être, si on reste sur l'univers de la finance, on voit des choses qui vont très vite se matérialiser, qui existent par ailleurs d'ores et déjà. Nous, typiquement, en tant que plateforme d'investissement, on permet de faire ce genre de choses. On ne commercialise pas encore d'assurance vie avec de la crypto dedans, mais ça viendra. La partie qui me semble intéressante à évoquer maintenant, c'est en effet plus le monde du Web3 en général, qui se retourne autour de trois points. Il y a d'abord le besoin le paiement, et pas nécessairement le paiement en monnaie digitale de banque centrale. Moi, j'y crois. Je trouve que c'est très long. Je ne suis pas certain qu'on va être très bon en Europe à pouvoir faire émerger ce genre de choses. Je crois beaucoup plus à des initiatives privées parce qu'on a déjà besoin de ce genre de service et ça existe déjà. Je crois que c'était Victor qui évoquait tout à l'heure des initiatives dans le monde du Web3 et des NFT dans lesquelles il y a des marques de luxe qui ont décidé de commercialiser des NFT associés à des objets parce qu'elles veulent rentrer dans une expérience un peu nouvelle. Et il y a parfois des business models hyper intéressants à construire autour de ça. Le NFT, à la fin des fins, si vous voulez le commercialiser, vous pouvez le vendre en euros, etc. Mais le client final, quand il va vouloir le manipuler, s'il veut l'avoir sur son propre wallet, il va avoir besoin de crypto. Et la marque, elle va avoir aussi besoin de crypto. Et elle va peut-être même demander un paiement en crypto. Ce paiement en crypto, c'est déjà un paiement en Solana, en Matic, en Ether, qui nécessite quelque part des opérations. Donc, il y a déjà en fait un univers autour du paiement qui est en place et qui me semble intéressant et qui va se démultiplier en dehors des notions de crypto comme actif volatile, mais vraiment comme à un moment donné, j'ai besoin d'accéder à un service, j'ai besoin d'accéder à un actif en particulier, j'ai besoin d'alimenter un wallet pour pouvoir gérer en fait tout simplement les actifs que je possède dessus, parce qu'il y a des frais de minage à payer, des gas fees à payer pour pouvoir transférer en fait des fonds. Là, j'ai besoin de crypto. Donc, de toute façon, ce besoin-là, il est vraiment là, il va se démultiplier. Vont aussi se démultiplier les besoins de wallet. Et je pense qu'on devrait voir dans l'avenir des gens comme Apple ou Google qui vont assez vite dans les téléphones se poser la question d'un wallet non custodian qui vous permettra de facilement en fait gérer votre accès en fait au Web3, conserver des NFT, conserver d'autres types d'actifs. Et ça, ce sera sans doute un élément extrêmement important pour faire passer ce marché qui reste aujourd'hui encore un petit marché en matière d'adoption au niveau du retail et encore
plus au niveau de la finance traditionnelle à un marché beaucoup plus important. Il faut cross the chasm, comme on dit en anglais, passer des geeks et des très early adopters à un marché beaucoup plus massif. Et ça passe par non seulement l'éducation, mais aussi l'accès à des choses qui sont beaucoup plus simples. Utiliser un MetaMask aujourd'hui, c'est bien pour des gens comme nous, peut-être, qui, à force d'être dans la crypto, on finit par considérer que c'est quelque chose de normal. Mais pour quelqu'un de normal, c'est absolument anormal. C'est un fonctionnement qui est ignoble en réalité. Et donc, il faut craquer ce genre de modèle, et les besoins sont là. Donc, clairement, une des grandes tendances, ça va être la multiplication des solutions. Et il y en a un qui va trouver une bonne solution. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il va être américain, ce 1-là, mais bon, c'est un peu la vie. On-ramp et off-ramp, vous l'avez cité tout à l'heure, notamment en parlant des infrastructures de marché. À un moment, il faut de toute façon revenir en monnaie fiduciaire tant qu'on aura des monnaies fiat. Et donc, le besoin de pouvoir avoir, certes, des cryptos, mais de pouvoir assez facilement passer de l'un à l'autre, du dollar, de la livre, du franc suisse à tel ou tel type de crypto avec une expérience extrêmement fluide. Ça, c'est une vraie tendance, à mon avis, dans les usages. C'est typiquement là où on se positionne aujourd'hui. Donc, ouais, pour résumer, s'il y avait 4 grandes tendances, l'asset management, vous l'avez dit, mais il ne faut pas oublier le retail, ça existe aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas que nous, hein, mais des acteurs en Suisse comme Swissborg, vous connaissez très bien, et d'autres de plateformes, Binance, Coinbase, etc., proposent des solutions aujourd'hui pour placer de l'argent. C'est là que le marché est, en réalité. Hein, il n'est pas du tout sur les marchés dont on a parlé avant. Pour l'instant, on est sur des pilotes, des sandbox, des machins. Le marché, il reste aujourd'hui encore plutôt retail. Il y a un vrai usage dans les paiements, et ça, c'est parce que si tu veux manipuler le Web3, si tu veux être dans cet environnement qui va se multiplier, il faut des wallets, des solutions de paiement et de l'off-ramping et de l'on-ramping. Donc, c'est vraiment là pour moi les tendances. Les freins, vous en avez parlé un petit peu. Je pense que la régulation est un élément à observer, puisque il y a Mika, mais il y a Mika 1 et il y a Mika 2 à venir, parce que déjà, en écrivant Mika, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas tout compris, qu'ils n'avaient pas tout vu, qu'ils n'avaient pas eu le temps de tout voir, parce qu'il fallait absolument que ce soit fini pour la fin de la présidence française. Et au final, on parle déjà de Mika 2. Avec des sujets beaucoup plus intéressants, mais beaucoup plus complexes à gérer autour des NFT, déjà même le traitement des NFT dans Mika 1 n'est pas évident. C'est quand c'est des grandes collections, c'est un actif numérique. Bon, la définition de grande collection, c'est pas évident. La notion de reverse solicitation, etc., elle est remise à une appréciation de l'ESMA dans une guideline qui doit sortir. Il y a pas mal de petits sujets comme ça qui vont aussi sans doute vous concerner plutôt, étant entendu tous les développements sur le DLT pilote régime et la notion de security token, d'élargir aussi forcément ces sujets. Il y a un travail conjoint et une proximité conjointe entre toutes ces choses. Et je pense que le deuxième sujet qui est très important, c'est la pédagogie, et on est face encore à des sujets qui sont très compliqués à comprendre pour pas mal de gens, pas évident à comprendre pour les acteurs financiers traditionnels, pour les régulateurs, pour tous ceux qui aussi le législateur, mais également pour le client et l'utilisateur final. Et tant qu'on n'aura pas résolu un certain nombre de facilitation en fait, de cette explication, de l'usage, de la gestion aussi des risques, on sera un peu bloqué dans l'usage final. Moi, je ne crois pas du tout à ce que les cryptos soient limités à un usage de banquiers centraux ou de grands financiers pour gérer de l'émission d'un machin que peut-être ils n'ont même pas besoin de gérer comme ça, mais enfin si, mais l'usage a été lancé par le retail, il n'a pas été lancé par les marchés financiers, et fondamentalement, je pense qu'il doit s'être approprié par les citoyens pour la citoyenneté. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, nous allons passer à Luc et Tokeny. Donc, en parlant justement des security tokens et on va peut-être creuser le sous-jacent en la matière. Donc, Tokeny qui a été soutenu par des grandes institutions financières comme Euronext ou le groupe Apex, et donc qui tokenise beaucoup de
beaucoup d'actifs, principalement donc, parmi les fonds d'investissement, de la dette et très souvent de l'immobilier. Donc, comment vois-tu les perspectives pour Tokeny au sens large, les actifs tokenisés? Alors, on a une vision assez particulière du marché, je pense, parce qu'on fait de la tokenisation depuis 5 ans. En fait, cette semaine, c'est l'anniversaire de Tokeny. Donc, on est une startup qui a 5 ans, ce qui est pas trop mal pour une startup, mais surtout dans la blockchain. On est des dinosaures, en fait. Depuis 5 ans, on fait de la tokenisation, c'est-à-dire qu'au début, on a commencé avec les ICO. C'était notre petit MVP d'onboarder des milliers d'investisseurs qui essayaient tous de hacker notre système. C'était intéressant. Ça nous a prouvé que la technologie pouvait en effet permettre une certaine forme de démocratisation, d'accès à l'investissement, etc. Et notre vision, c'était vraiment d'amener des titres financiers, ce qu'on appelle aujourd'hui des real world assets, sur la blockchain. Donc, on a depuis 5 ans développé tous les outils nécessaires pour arriver à ce point. Il y a eu une longue période de no man's land entre tous ceux qui voulaient faire des ICO légales, c'est-à-dire des STO et tokeniser leur petite equity, et aujourd'hui où on a que des grosses institutions financières avec qui on est en contact et qui veulent y aller massivement. Donc, c'est passé beaucoup de choses. Il a fallu développer beaucoup de briques. Le monde blockchain est énormément développé. Nous, on travaille principalement sur des blockchains publiques. Donc, on n'a pas eu à vraiment travailler sur la partie blockchain, infrastructure directement. On a construit par-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on a des solutions concrètes, alors que la plupart des grosses institutions financières sont juste en train de commencer à se dire qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les briques qu'il nous faut. Et donc, la partie blockchain a beaucoup évolué. Maintenant, c'est très peu coûteux et très rapide de transférer des actifs sur une blockchain. On peut faire beaucoup de choses avec des smart contracts. Par contre, le pont avec le monde financier est encore assez difficile. La plupart des institutions financières, maintenant, ont compris qu'elles doivent faire des digital assets. Elles font des cryptos parce qu'il y a de la demande et parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais ce qu'elles veulent vraiment faire, c'est tokeniser des actifs, toutes sortes d'actifs, donc des titres financiers, des securities, mais aussi de plus en plus, elles pensent à des nouveaux formats, des nouvelles choses, NFT y compris, sur les grands groupes. Et d'ailleurs, les NFT nous ont beaucoup aidés parce que ça a énormément démocratisé le fait qu'on peut tokeniser tout et n'importe quoi. Donc nous, ça nous a beaucoup aidé. On a beaucoup de clients, beaucoup de leads qui nous contactent et qui disent on veut faire des NFT pour de l'immobilier ou autre chose. Et on a l'occasion du coup de leur expliquer notre modèle de token et les outils qu'on a construits. On est à une étape du marché où il faut effectivement standardiser, où il faut proposer des solutions tout inclus. Pourquoi? Parce que sinon, tout le monde réinvente la roue et c'est exactement ce qu'on voit. Quand on voit des initiatives comme Stay Street et autres qui embauchent massivement et qui essayent de tout refaire, c'est un petit peu dommage. Elles s'enferment un peu dans leur intranet, comme on aime leur dire, alors qu'il y a déjà des solutions en fait pour aller directement sur la blockchain publique, tout en ayant de la compliance, tout en ayant du contrôle. C'est vraiment ce que permettent nos outils, c'est utiliser une infrastructure qui existe déjà, une blockchain publique qui est resilient, qui est sécurisée, qui est décentralisée, qui fonctionne. On peut passer d'une blockchain publique à une autre en quelques minutes avec la même adresse de smart contract, donc c'est assez facile techniquement. Et au-dessus de ça, se concentrer sur les applications métiers. Pour ce chien. Donc, on construit au-dessus de cette infrastructure publique et on se dit il faut amener de la compliance et du contrôle, sinon on n'arrivera jamais à amener les institutions financières. Donc, on a créé tout un framework de compliance basé notamment sur les identités. Donc, on a développé une solution d'identité sur la blockchain, self-sovereign, une decentralized ID. Donc, ça devient un sujet de plus en plus important sur le marché. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à identifier les différents intervenants sur la blockchain publique et appliquer des droits, des devoirs, des permissions. Donc, en fait, on permet à nos émetteurs de faire des émissions de tokens de façon centralisée, mais sur une infrastructure décentralisée. Le principal use case, c'est pour le titre financier, mais on fait aussi des loyalty tokens, des stablecoins, ou plutôt, je devrais dire, des systèmes de paiement B2B, ce genre de choses.
Donc, on est assez avancé sur ça. On a des solutions pour onboarder les investisseurs, pour fournir un portail investisseurs, pour le marché secondaire avec des solutions de tableau d'affichage. Côté émetteur, on a toutes les solutions pour gérer la cap table, pour créer des actions sur les tokens. Donc, minter, freezer, beaucoup de choses qui sont nécessaires quand on fait la gestion de titres financiers. Donc, je rejoins pas mal Victor sur beaucoup de ces points, sur ce qu'il faut faire pour passer à l'étape suivante. L'année dernière, tout le monde nous demandait pourquoi la blockchain. Cette année, c'est par où on commence. Donc, je pense que les décideurs, les C-level, les institutions financières ont franchi le cap. Je pense que que la blockchain était dans les objectifs de pas mal d'institutions financières cette année et qu'on arrive à la fin de l'année et que beaucoup n'ont pas fait grand-chose. Donc, l'année prochaine va être intéressante. Là, sur les derniers mois, on a signé des global custodians, des très gros asset managers. On a un client, un fonds de serviceurs qui prévoit d'amener 1 trilliard d'actifs sur notre protocole blockchain, 1 trilliard d'actifs de fonds d'investissement, des fonds alternatifs principalement. 1 trilliard, c'est l'équivalent du marché crypto actuel. Donc, on croit vraiment que la prochaine vague, c'est la tokenisation d'actifs massives, de bons actifs, de bons produits financiers, mais aussi de plus en plus de tout type d'actifs, de real world assets, comme on dit, d'une façon ou d'une autre. Dès qu'il y a de la copropriété, en fait, il faut des titres financiers. C'est ce qu'on fournit à nos clients, les bons outils techniques pour développer ça. Et la dernière brique, c'est vraiment la distribution. Je pense que le chien va bien. Donc la dernière brique, c'est la distribution. En fait, c'est ce qui a manqué pendant les 5 dernières années. C'est pourquoi je tokeniserai mes actifs si je ne peux pas en faire grand-chose une fois que c'est tokenisé. On est en train de créer petit à petit tout un réseau de distributeurs pour le marché primaire, pour le marché secondaire, c'est-à-dire différents types de trading venues, différents formats, des protocoles DeFi, pour la collatéralisation, ce genre de choses. Donc, il y a plein de choses, plein de service providers et plein de bénéfices qui sont enfin de se matérialiser, notamment parce qu'on commence à avoir de bons actifs tokenisés. C'était un petit peu l'œuf et la poule. Si on n'a pas de bons actifs tokenisés, il n'y a pas d'intérêt des investisseurs ou de l'écosystème globalement. Si on a des actifs intéressants, l'écosystème se met en marche. Donc là, on voit que c'est en train d'arriver et je pense qu'il y a des beaux annonces qui vont apparaître petit à petit chez nous, mais globalement dans l'industrie. Merci Luc. Je tenais déjà à remercier tout le monde d'étendre un petit peu au-delà des 7 heures, mais je pense que les discussions sont vraiment intéressantes. Donc passons à toi, Clarisse, et parlons de Defense, qui est en effet une entreprise de cybersécurité qui fournit aux créateurs du Web3 et aux acteurs institutionnels des portefeuilles crypto en SaaS. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la solution, mais donc décentraliser la sécurisation de la clé privée et vous permettez, grâce à vos API, de sécuriser les actifs de vos clients. Je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, Defense, en tout cas, selon mon analyse, élimine vraiment les nouveaux risques et vulnérabilités de la blockchain. Et en cela, contribue vraiment à l'adoption de la blockchain par les acteurs institutionnels. Donc, le building block vraiment important pour l'écosystème. Donc, ma question, Clarisse, pas très différente de celle qu'on a posée aux autres, mais quel est le futur des actifs numériques chez Defense, mais aussi avec Defense et votre contribution à l'écosystème? Tu poses la question à 6 fondateurs, acteurs de la blockchain. Tu as forcément 6 discours passionnés. 1 heure, c'était pas possible. Donc, je vais essayer quand même de raccourcir et d'aller straight to the point et de faire aussi un grand discours en franglais. Donc, désolé. Mais effectivement, je vais peut-être prendre un peu de recul. Quand on se pose la question du futur des actifs numériques en période de bear market, et surtout, à mon avis, pour votre audience, la question, c'est j'y vais pas. Est-ce que cette fois-ci, on y est? Est-ce qu'il y a un point de non-retour? Et est-ce que le monde a basculé dans le monde de la blockchain? Quand une banque comme BNY Mellon annonce la semaine dernière qu'il offre qui fournit sa première offre de custody sur les actifs digitaux, ça veut dire que le monde a basculé. Il n'y a plus de retour possible. Il n'y aura pas une économie construite sans blockchain, ça c'est certain.
Ce qui est génial en période de bear market, c'est que finalement, tous les projets scam, tous les use cases non viables vont finir par mourir. Et donc, c'est le meilleur moment pour construire. C'est le meilleur moment pour amener sa pierre à l'édifice et surtout pouvoir suivre les projets qui ont une chance d'avoir un futur. Il y a un deuxième point sur les périodes de bear market, parce que dans des industries émergentes comme l'industrie de la blockchain, en période de bull, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un effet de hype et donc du coup, le succès de certains projets est encore plus fort que ce qui ne devrait l'être. Là au moins, ce qui est intéressant quand on construit en bear market, c'est que finalement, sa base utilisateur, sa base adopteur, c'est la bonne, c'est celle qui vous suivra. Et ça en fait donne un rationnel scientifique et plus juste de hype à l'industrie quand on construit dans cette période-là. Nous, chez Defense, on est vraiment très proche des créateurs, très proche des constructeurs. On a conçu notre produit comme une developer tool. On est une pure API. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on permet à nos clients de développer au sein de leur site, au sein de leur back-office, au sein de leur back-end, une infrastructure de wallet, donc de sécurisation d'actifs digitaux, et ce de façon scalable et très sécurisée. Je ne vais pas vous embêter, et surtout en quelques minutes avec la technologie qu'on utilise, même si c'est fascinant et passionnant, c'est la cryptographie avancée. On le fait de façon distribuée parce que mon point principal quand je suis rentrée dans la crypto, c'est de dire, mais en fait, pourquoi utiliser une technologie décentralisée si on remet tous nos clés privées à un custodian très centralisé ou si on opère la sécurisation en deux parties? Ça me semblait complètement absurde et c'est comme ça que l'idée de Defense est arrivée avec vraiment une custody décentralisée. Pour revenir un peu sur du coup notre angle, ce qu'on voit du marché via Defense et notre vision en fait des actifs numériques. Premièrement, on est une boîte de sécurité, comme tu l'as rappelé. C'est que ce n'est que la sécurité qui va permettre la buildability, la construction ou le fait que la blockchain, qu'on puisse construire sur la blockchain. Pour vous rappeler deux, trois chiffres, il y a 5 milliards de cryptos qui ont été volés depuis 2020, en 2 ans. 5 milliards. Et sur ces 5 milliards, on compte 100 des plus gros hacks. Donc, on pourrait penser que les institutionnels arrivent avec des solutions sécurisées, tout est beaucoup plus fiable, tout est beaucoup plus safe. Ce n'est pas encore le cas parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup de petits projets qui se développent avec des expériences, comme Nicolas le rappelait, d'onboarding non-custodial où c'est très compliqué de savoir comment utiliser un MetaMask. Si vous n'êtes pas un ingénieur, si vous n'êtes pas un early adopter, vous n'y comprenez rien, vous ne faites pas les choses bien et du coup, ça laisse beaucoup d'opportunités aux crypto-hacks. Donc aujourd'hui, la sécurité est encore une condition sine qua non de la pérennité de notre industrie. Et le manque de sécurité, c'est la principale conséquence des plupart de hacks. On a parlé beaucoup de hacks de L2. Qu'est-ce que c'est que ces hacks de L2? C'est hacks de bridge. Les bridges, généralement, sont des solutions construites assez rapidement pour pouvoir améliorer et apporter plus de liquidité sur une L1. C'est des solutions qui sont malheureusement souvent centralisées. Les clés sont conservées sur une poignée d'opérateurs de la L2. Et comme ça, cette année, rien que cette année, juste sur du bridge, on compte plus de 800 millions de hacks. Deuxième point, cette buildability, c'est seulement ça qui va permettre la usability. Alors, encore une fois, désolé pour ce franglais, mais on compte 34 000 nouveaux développeurs qui ont poussé des repos et des codes de projets Web3 en 2021. Ça a été associé un peu avec la NFT Crave, qui, pour beaucoup de raisons, il y a pas mal de ces projets qui ont diminué, mais ces développeurs sont là. Ces développeurs sont restés et construisent. Et nous, on le voit tous les jours. Les gens viennent vers... on est vraiment un produit qui a été construit à l'attention des devs et on voit effectivement que cette obsession de pouvoir apporter des use cases avec cette technologie ne s'est pas arrêté avec le bear market. Le troisième point, c'est que ce n'est que la usabilité qui va permettre finalement l'adoption. Et là, je reviens sur le point que faisait Nicolas.
Ça prend à peu près 5 minutes de faire un compte self-custodial sur MetaMask. Ça prend à peu près 10 ans d'expérience pour un bon ingénieur un bon ingénieur sécurité ou en cybersécurité de savoir comment manager des clés privées. Donc aujourd'hui, la crypto, de ce point de vue-là, et je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez regardé Netflix récemment, mais ça ressemble un peu à Pirate Bay quand ça devrait en fait ressembler à Spotify. Donc sur l'adoption ne va vraiment pouvoir être là que le jour où on va pouvoir amener de la usabilité sur certains use cases. Et cette adoption, c'est ce qui va amener la valeur. Aujourd'hui, il y a 300 millions de crypto-users dans le monde. Qu'est-ce que c'est? C'est même pas 4% de la population mondiale. Donc, vous voyez que devant nous, il y a énormément de progrès à faire, de place à faire et de place pour des super projets. En résumé, nous, chez Defense, ce qu'on a fait en créant notre API, c'est de pouvoir déjà te donner un outil qui permettent à dire à n'importe quel dev, tu n'as pas besoin de t'y connaître à la cybersécurité pour pouvoir construire une application sur la blockchain. Et en même temps, on va t'aider à pouvoir construire une expérience utilisateur qui te permette d'aller chercher ce prochain billion user, ce prochain milliard d'utilisateurs. Et comment on fait ça? On fait ça finalement en retirant le poids de la gestion de la clé privée sur l'utilisateur final et en décentralisant la conservation de la clé. Tu n'as plus besoin d'avoir une clé privée pour être en contrôle de tes assets et en tant que plateforme, tu peux développer tes wallets et les intégrer complètement avec un profil d'utilisateur. J'espère, Nicolas, que ce 1, il est français et pas américain. C'était ma conclusion. Merci beaucoup, Clarisse. Merci beaucoup à tous. Et on va en profiter pour démarrer avec la première question et notamment qui concernait une question de standardisation en fait. On entend souvent dire au travers des smart contracts qu'on pourrait standardiser l'entièreté de la chaîne de valeur de l'émission de titres, de titres à la vente de titres. Donc est-ce que c'est réalisable ou est-ce que c'est plutôt un modèle trop compliqué pour favoriser l'adoption? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc Philippe, à toi l'honneur. Je sais qu'on en avait déjà un petit peu abordé la question. Je t'en prie. Je suis pas sûr que c'était comme ça qu'on l'avait posé, mais on va essayer. Bon, j'ai évoqué tout à l'heure le risque que nous, on voit de notre point de vue, qui est ce risque de fragmentation, soit entre différentes blockchains, soit entre différents, qu'elles soient publiques, privées, soit entre différents protocoles, et finalement qu'on crée des silos, parfois même des silos parallèles sur différentes, sur des blockchains publiques parfois. Alors, je pense qu'il y a donc un besoin de standard. C'est nécessaire si on veut industrialiser les process et si on veut atteindre cette masse critique dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, on est dans un environnement hautement concurrentiel et chacun va dire que c'est son standard qui est le meilleur et qui va le pousser. Donc est-ce que les acteurs sont assez mûrs dans l'écosystème pour créer une sorte de competition, comme on a pu en voir dans les marchés financiers, dans d'autres domaines, et se mettre d'accord sur des building blocks de base qui en plus soient compliant avec la régulation, qui elle-même n'arrête pas d'évoluer, pour avoir quelque chose qui soit suffisamment standard et où le token émis par telle institution peut communiquer ou être détenu par une autre institution. C'est une question pour l'industrie. Moi, j'ai pas de réponse magique. Mais je reste persuadé qu'un point fondamental, c'est justement, si on veut une adoption massive, d'atteindre cette masse critique. Le dernier élément que je voulais mettre en exergue par rapport à tous les avantages qu'on voit à la blockchain et qui avaient été soulignés très justement par Victor tout à l'heure, c'est qu'il y a une vision du fait que les smart contracts et les titres numériques pourront assurer toutes les fonctions de la chaîne de valeur de A à Z. Mais je crois qu'il y aura un certain nombre de pas intermédiaires dans un premier temps et que plutôt que de déployer un smart contract qui gère la position du token, le paiement des dividendes, le calcul des coupons et toutes les corporate actions pendant toute la vie du titre, ce qui va faire des choses extrêmement compliquées et extrêmement tailor-made,
on aurait déjà tout intérêt à créer une masse critique en déployant des tokens permissionnés et qui gèrent la compliance et qui sont transférables de façon encadrée, en tous les cas pour des titres, mais qui ne soient pas, mais qui puissent être suffisamment standards que pour pouvoir être industrialisés. Voilà, c'était ma conclusion. Je rajoute juste un point. Ça m'aurait étonné. Pour compléter. Non, à la fin, nous, notre vue, c'est que voilà, la standardisation, chaque pays va avoir son propre standard. Donc, c'est également un peu aux technology providers de permettre voilà, de travailler avec tout le monde et d'avoir une logique un peu agnostique. C'est-à-dire, je peux travailler avec le standard de Singapour, je peux travailler avec le standard de France, de Suisse, etc. Et bon, déjà, c'est ce qu'on fait, en tout cas chez Taurus, en tout cas, c'est notre vue. C'est vraiment de donner le choix aux clients et de permettre à tout le monde de bénéficier de la logique blockchain, qui est un registre distribué, disponible à tous. Et ce serait dommage que finalement la technologie soit une barrière pour bénéficier un peu du côté masse critique blockchain, quoi, de l'effet de réseau blockchain. Peut-être s'il y a une autre personne qui veut rajouter dans le panel, peut-être Clarisse ou John, n'hésitez pas. La standardisation, ce que nous on regarde de notre côté, ça va être tout ce qui va être les standardisations d'implémentation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de standards sécuritaires autour des solutions de cold storage, sur des HSM, il y a des standards. Donc, quand on est un acheteur technologique, on peut voir si ou non sa solution de hardware est labellisée. Ce n'est pas le cas sur les implémentations cryptographiques. Moi, je suis board member de la MPC Alliance et c'est un de nos sujets, c'est de se dire, OK, comment on travaille à la standardisation d'implémentation du MPC? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de MPC. Il y a autant d'implémentations différentes que d'acteurs de MPC il est extrêmement important si on veut pouvoir montrer que le MPC, donc c'est une technologie cryptographique qui permet de générer des clés privées en morceaux à la naissance, multi-party computation. Si on veut pouvoir convaincre, embarquer des CISO qui ont opéré dans des grands groupes sur de la sécurisation de clés d'encryption sur des HSM depuis 50 ans, si on peut pouvoir les convaincre de la flexibilité et scalabilité de cette technologie, ça passe par la standardisation. Donc la standardisation, elle n'est pas juste sur les produits financiers, elle est aussi sur la sécurité et c'est ça aussi qui va nous permettre de créer une industrie qui est beaucoup plus fiable et de créer la trust aussi dans les solutions de conservation. Merci, ouais. Et enfin, John, si tu veux, peut-être. Oui, merci David. Sur la standardisation, alors c'est vrai que la réglementation, en tout cas sous l'angle de la réglementation, la plupart des modèles de régulation ont tendance à adopter une approche de neutralité technologique, donc du coup à ne pas se prononcer sur l'utilisation d'un standard particulier par rapport à un autre. En revanche, c'est vrai que si des couches de réglementation de plus en plus précises arrivent, ça va un peu contraindre en effet les acteurs à s'orienter vers des manières de faire qui pourraient potentiellement orienter aussi les standards. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, par rapport à ce qu'on voit au niveau français, ce qu'on va voir aussi demain avec MiCA et Régime Pilote, on ne peut pas vraiment dire qu'on a des contraintes technologiques ou des orientations de standards qui sont faites et heureusement d'ailleurs. Merci John. Peut-être là, si je vois qu'il y avait Mohamed qui avait une question, n'hésitez pas Mohamed si vous avez une question à la mettre dans le chat. Sinon, une question aussi sur les activités des banques, en fait, entre les activités liées aux actifs numériques, donc cryptocurrencies, monnaie numérique, actifs tokenisés, stablecoin, quelles sont les activités d'après vous sur lesquelles les banques vont s'engager de manière plus stratégique? Alors, connaissant les contraintes de réglementation, des systèmes existants, etc. Si tu veux, David, je me lance. Je t'en prie, merci John. Compléterai. Du point de vue conseil, on a vu différents en effet cas d'usage. Et là j'entends ta question plus sur actifs numériques et pas titres financiers inscrits en blockchain du coup. Mais sous l'angle crypto-actif, donc actifs numériques type Bitcoin, Litecoin, utility tokens ou certaines typologies de NFT aussi, on voit beaucoup d'utilisation
cas, je ne sais plus qui est-ce qui le disait dans le cas des intervenants, mais les actifs numériques aujourd'hui, ça représente presque 1 trilliard de valorisation. Ça, c'est aujourd'hui, selon les populations d'investisseurs, on voit que c'est une réserve de valeur très importante et qu'elle doit être mobilisée à différentes finalités. Et on voit, par exemple, dans l'univers de la gestion d'actifs, beaucoup d'appétence pour les investisseurs qui se traduisent du coup par des modifications ou des volontés de certains gestionnaires d'actifs de se lancer, en tout cas de manière moins prudente qu'avant, plus franchement qu'avant, et proposer donc du coup des grands gestionnaires d'actifs, voire via des fonds d'investissement, proposer de la gestion individuelle, voire de la gestion collective sur crypto. Ça, c'est vraiment l'univers gestion d'actifs. On l'a vu depuis ces 2 dernières années, vraiment, et on l'a vu surtout ici avec l'équipe qui est gérée par Frank Gader chez Gilles. On a accompagné un nombre plus important de fonds d'investissement dans ce type de problématique-là. L'autre aspect, plus sur Security Token, et ça a été aussi développé par Philippe, puis aussi par Victor. Le sujet est vraiment revenu finalement vers tous les intervenants. C'est sur les Security Tokens et peut-être l'utilisation des Security Tokens dans les infrastructures de marché. On va avoir des problématiques de conservation qui vont être nécessaires. On va avoir besoin de dépositaires, on va avoir besoin de teneurs de compte conservateurs. On va avoir en tout cas besoin de mise à niveau technologique dans ces grandes infrastructures. Ça va nécessiter pour ces infrastructures de se mettre à niveau et de recruter, de peut-être proposer aussi des nouveaux services. Des nouveaux services, c'est créer de la valeur ou alors fonctionner différemment. Et aussi, évidemment, l'autre activité qu'on pourrait voir, c'est le marché secondaire, finalement aussi, marché secondaire sur les security tokens, avec le régime pilote peut-être, en tout cas quand les obstacles de la réglementation européenne, notamment sur les dépositaires centraux de titres, seront totalement levés, on pourra avoir aussi ce type d'activité développée. Alors moi, je suis désolé, mais je vais devoir vous laisser. Donc, merci beaucoup à tous. Merci. J'ai un stop absolument à 19h30. Et, tu m'avais prévenu. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ta contribution, ta présence ce soir. Donc, passez une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Est-ce que peut-être Nicolas ou Clarisse, vous voulez compléter sur cette question des différentes activités stratégiques que vous voyez pour les acteurs traditionnels? Moi, j'ai complété, mais je suis comme Philippe, j'ai un stop aussi déjà depuis une petite dizaine de minutes. Je pense que John a bien résumé. En fait, il y a la volonté d'aller dans la gestion d'actifs. Ça, on le sent et on a même, nous, accueilli une banque à notre capital, Odo BHF. Et donc, il y a vraiment une volonté autour de alors, déjà prudemment autour de la gestion de fonds tokenisés. C'est pas sur des gros, nécessairement encore des grosses capitalisations, des gros montants, mais il y a un vrai sentiment. Je pense que la conservation est un vrai sujet sur lequel il y a plus que sur le brokerage, à mon sens. Mais la conservation, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les acteurs traditionnels. Okay. Ouais. Juste pour ajouter, effectivement, moi je pense aussi que la prochaine vague sera sur les security tokens pour avoir vécu la précédente crise financière et avoir vu en fait des dizaines et dizaines de sales FX être licenciés au profit de plateformes électroniques de trading. Je pense que cette crise financière va aussi permettre l'accélération du développement de tokenisation d'actifs sur les marchés de capitaux et que d'ici 10-15 ans, plus une salle de marché, plus un capital market ne sera pas tokenisé et qu'en fait, on va commencer très rapidement à avoir cette première vague là dans les prochains mois, prochaines années. L'asset management, c'est quelque chose qui a vraiment explosé en 2019 sur les institutionnels qui continue. Je pense que nous, on voit aussi pas mal de banques privées plus institutionnelles qui vont chercher une nouvelle
clientèle plus jeune qui attendait de voir des acteurs institutionnels développer leurs offres et là qui se disent qu'il faut y aller rapidement s'ils veulent capter cette jeune population riche qui part au profit de Swissborg et de CoinHouse et d'autres acteurs et qui du coup dont ils ne peuvent pas qui ne peuvent pas garder chez eux. Voilà en gros effectivement sur la partie institutionnelle, je dirais les grosses tendances en ce moment. Merci beaucoup Clarisse. Et Victor, peut-être si tu veux compléter. Ouais, je vais filer, mais c'est vraiment ce que je fais toute la journée. Hein. Donc, on fait les roadmaps, on fait les roadmaps pour les banques et tous les use cases. Donc, non, ce qui a été dit, ça résume tout. Hein. Ça dépend des banques privées. Je veux permettre à mes clients le trading de crypto. Si c'est une banque systémique, ça va toucher un peu tous les use cases. Si c'est une banque, je sais pas, d'investissement, c'est parfois faire des private placements, le marché secondaire. Donc, je tokenise une PME, je mets les shares, je les réconcilie avec mon core banking system. Et ensuite, je fais le private placement. Donc, ça, en général, c'est ce qui va commencer à se faire. De plus en plus, c'est ce qu'on fait déjà. Donc, ça va aller et plus, ça va c'est un peu le sens de l'histoire, quoi. Donc, je vais pas répéter ce que tout le monde a déjà dit, quoi. Bon, ok, non, je pense que c'est vrai qu'en plus, on a largement dépassé le temps. Merci infiniment à tous les speakers. Merci à tous pour nous avoir éclairé ce soir de tous vos insights et j'espère que ça vous a plu. Et puis, merci également à tous les participants. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui peuvent demain, plutôt jeudi soir à 18h avec l'épisode Investors in Web3 avec le fonds d'investissement donc spécialisé NFT Gaming nouvellement créé avec notamment en partie Stake Capital. Il y a également donc le 25 Phygital Metaverse toujours à 18h, 25 octobre, avec notamment Maxime Amonique qui était parmi les modérateurs qui l'organise. Et le 27 Blockchain Skills and Jobs, donc la parole aux recruteurs, pareil à 18h en webinar. Voilà. Encore merci, très bonne soirée à tous et à bientôt. Merci.